Amis internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle série de questions-réponses chat vidéo. Et bien écoutez, je suis en attente de votre première question. Une question posée par Christiane. Bonjour Monsieur le maire. La mairie prévoit-elle des aides pour le permis de conduire? Si oui, lesquelles? Alors la mairie ne prévoit pas d'aide pour le permis de conduire. Simplement, et là on s'adresse en particulier aux jeunes, la mission, pas la mission locale, plus exactement le service jeunesse, dans le cadre des chantiers jeunes, qui s'adressent jusqu'aux jeunes, je crois allant jusqu'à 18 ans, mais ça on pourra vous le spécifier, par leur implication dans des travaux, ce que j'appelle travaux d'intérêt général, hein, par exemple repeindre des pièces sur les points rencontres jeunes ou même plus récemment dans les tribunes du stade de Jacques Rimbaud, pendant les vacances scolaires, donc des interventions, et ces interventions pendant les vacances scolaires sont, on va dire, rétribuées, si je peux utiliser ce terme-là, en partie pour participer au financement du permis de conduire ou la préparation, je dirais, du BAFA. Et ça, avec cette allocation, est directement donnée aux organismes. Donc voilà, c'est une aide qui est apportée à ces jeunes-là, je dirais, en retour de leur contribution pour le bien public. Une question posée par Nathan. Où en est l'avancement des bases logistiques d'Intermarché et Carrefour? Pouvez-vous reconfirmer le chiffre de 400 emplois par base logistique? Alors, d'abord, ce n'est pas 400 emplois par base logistique, il faut être raisonnable, ça ferait à peu près 150 emplois supplémentaires pour la base Carrefour, et puis environ 200 emplois supplémentaires pour la base Intermarché. Donc on est plus sur 350 que sur 400, bon, à quelques éléments près évidemment. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Sur la base Intermarché, hein, qui sera implantée au niveau de la voie romaine, hein, donc à proximité de la sortie de l'autoroute, j'ai signé, je dirais, l'acte de vente du terrain il y a quelques semaines. Hein, ça veut dire que concrètement les choses avancent. Les travaux devraient normalement commencer dès le début de l'année prochaine, avec une durée de travaux qui devrait aller s'apparenter autour d'une année. Donc voilà, on voit bien que en milieu de mandat, cette base sera opérationnelle. Concernant la base logistique Carrefour, donc elle qui se trouve sur la ZAD d'activité du Moutet, hein, pour situer pour ceux qui ne connaîtraient pas, derrière, je ne vais pas faire publicité, mais derrière les moules frites de chez Léon, enfin derrière Courtepaille, vers la salle des fêtes du Moutet, en fait, tout simplement. Donc c'est un grand espace qui peut recevoir effectivement encore beaucoup plus d'entreprises. Et la base logistique donc Carrefour sera implantée ici. Et je pense qu'il faudra un tout petit peu plus de temps. Mais je pense que, allez, dans les 3-4 ans, cette base logistique devrait être implantée. Mais bon, pour l'instant, les discussions sont en cours. Il y a 99% de chances sur 100 que ça se passe, mais rien n'est encore concrétisé réellement par exemple par un acte de vente. Donc voilà un peu où nous en sommes. Ça, j'insiste, et vous avez raison de le dire, sur le fait qu'on va générer beaucoup d'emplois. Hein, 350 emplois dans la période qu'on vit actuellement, c'est important parce que ça va nous permettre effectivement de faire vivre 350 familles. Et quand je dis 350 emplois, c'est en plus de ceux qui seront transférés des deux bases existantes, une sur Saint-Germain-du-Puy et l'autre sur Levée actuellement. Une question qui n'a pu être posée lors du dernier chat vidéo par Guillaume78. Bonsoir. Quel avenir pour la rue Jaurès qui dépérit peu à peu? C'était une rue assez vivante il y a 10 ans qui se désertifie peu à peu. Alors bon, merci d'avoir repris cette ancienne question. Vous savez, c'est un peu la règle du jeu, c'est que quand on n'a pas le temps matériel de passer toutes les questions de la session précédente, on les reprend la session suivante. Alors la rue Jean Jaurès, moi je la connais depuis que je suis arrivé à Bourges, je crois que ça fait quand même quelques dizaines d'années. Ça n'a jamais été, à cette période-là tout au moins, je parle de ce que je connais, une rue très très animée. Bon, il n'est pas moins vrai parce que vous avez quand même des commerces, hein, qui sont présents. Je pense aux Trois Petits Cochons, je pense à un certain nombre d'alimentaires qui s'y trouvent. Vous avez un pub en haut, enfin vous avez un certain nombre de choses. Donc bon, on ne peut pas dire que ce soit une rue qui soit complètement, qui se déserte complètement. Je pense qu'effectivement, ça ferait partie de rues qui devraient être investies peut-être un peu plus,
Mais ça, vous savez, c'est pas de la responsabilité de la collectivité, c'est vraiment de la responsabilité privée si on prend le cas des commerces, de commerces qui veulent s'implanter dans cette rue. Donc ça n'est pas le cas pour l'instant, parce que ça ne doit pas correspondre réellement à une demande. Bon, voilà, moi je ne partage pas complètement votre avis, mais bon, vous avez le droit d'avoir un avis différent du mien. Cette rue Jean Jaurès, c'est pas une rue qui est très animée, mais enfin, de là à dire qu'elle se diversifie complètement, voilà, je pense il y a peut-être une marge qu'il faut bien savoir mesurer. Une question posée par Isabelle. Monsieur le maire, Bourges est morte les soirs. Pendant la période estivale, pourriez-vous solliciter les restaurateurs à créer un menu le soir au tarif du midi pour faire sortir les gens et les faire consommer? Et pourquoi pas diffuser une musique dans les rues? Qu'en pensez-vous? Alors, bon, la musique dans les rues, bon, il faut y réfléchir, on le fait dans des périodes très spécifiques, mais ça apporte sans doute quelque chose pour les passants, mais ça apporte aussi une gêne pour les riverains qui y habitent. Hein. Donc faut tenir compte des conséquences de ce type de décision. Bon, enfin, on peut y réfléchir. Après, quand vous dites que Bourges est une ville morte, alors là aussi je ne partage pas votre avis, hein, en termes d'animation notamment, puisqu'il se passe toujours quelque chose à Bourges, alors, notamment dans la période estivale. Hein, je vais prendre simplement le cas d'un été à Bourges qui va démarrer donc, le 21 juin jusqu'à fin septembre. Vous avez tous les soirs un concert, donc au moins ça. Bon. Et puis tout au long de l'année, il y a beaucoup d'animation. Alors notre problème, c'est qu'on communique peut-être pas suffisamment, on communique mal sur ce qui se passe à Bourges. Donc nous sommes en train de travailler avec les services de la ville de Bourges sur ce sujet-là, avec différents moyens d'information, des moyens, on va dire, plutôt modernes, hein, essayer d'avoir, et on m'a proposé la maquette d'ailleurs il y a une quinzaine de jours, sur un smartphone, pardon, excusez-moi, ou sur les tablettes ou sur écran PC, l'accessibilité de toutes les manifestations, organisations qui ont lieu sur Bourges. Alors à l'instant T, à l'instant où on parle, avec une vision à une semaine et une vision sur le mois. Bon. Donc c'est une application qui va être qui sera bien sûr gratuite, qui va être assez ergonomique et qui va pouvoir permettre d'un seul coup d'œil de savoir ce qui se passe à Bourges et même demain sur l'agglomération, au moment où par exemple on a décidé de sortir en ville. Bon. Donc ça c'est un point important. Puis d'autres moyens de communication, ça sera aussi sur ce qu'on appelle les sucettes. Vous savez, ce sont les panneaux que nous trouvons qui sont implantés à certains secteurs de la ville. On va faire évoluer pour certaines d'entre elles les technologies, puisqu'on va être sur des technologies, on va dire, de LED en particulier, et on verra aussi ces défilés, les organisations, manifestations qui ont lieu sur les mêmes périodes que j'ai citées tout à l'heure. Donc ça, c'est une chose. Alors après, sur les commerces, vous savez, là, une fois encore, je vais répondre, comme j'ai dit tout à l'heure sur la rue Jean Jaurès, c'est la responsabilité des commerçants. Et les commerçants ouvriront davantage leur commerce, alors que ce soit des bars, des restaurants ou autres, que s'ils ont des clients. Donc à un moment donné, il faut rompre. Il faut rompre ce cercle. Alors est-ce que les commerçants aujourd'hui n'ouvrent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment de clients? Parce que évidemment ça leur génère des frais de fonctionnement et ces frais de fonctionnement forcément les payer. Donc vous voyez, le commerçant doit avoir cette initiative, mais à côté de ça, il faut qu'il ait l'assurance d'avoir un certain nombre de clients pour faire fonctionner son commerce. Donc on voit bien que les choses sont complexes. Mais ça sera, à mon avis, d'autant plus facile pour eux que l'on aura encore davantage d'animation à Bourges. Je pense qu'on peut aller encore plus loin. En tout cas, on s'en occupe aujourd'hui. Et puis vous allez avoir des grandes manifestations qui vont avoir lieu très prochainement, qui vont permettre de l'animation, notamment le soir. Je rappelle donc le 27 juin la descente infernale, la course de caisse à savon, hein, qui va démarrer l'après-midi, qui va finir un peu tard le soir. Donc là, il va y avoir des choses qui vont se passer dans la ville. Vous allez forcément voir les commerces qui seront ouverts. Donc ça, c'est un point important. Et puis une semaine après, c'est le trail urbain, bon, plus pour les sportifs. Mais là, c'est une manifestation qui va démarrer à 20 h, je crois, de mémoire, jusqu'à tard dans la nuit. Et donc là, ça sera l'occasion, je pense, et j'espère tout au moins aux commerçants, d'ouvrir leur commerce à tous les participants qui seront très très nombreux. Une question posée par GG. Bonjour, si la ville est en situation précaire financièrement, pourquoi maintenir tant d'événements au mois de juin? Alors c'est une difficulté hein, que l'on rencontre. Vous savez, quand j'ai dit au début de ce mandat-là que j'allais tout mettre sur la table au niveau des organisations et des manifestations,
mesurer le montant financier que ça coûte à la collectivité, donc aux contribuables, et puis l'intérêt que peut avoir cette manifestation. Donc ça je l'ai fait. Et si on maintenait des manifestations, on pouvait aussi les faire évoluer de telle sorte qu'elles soient ouvertes à un plus grand nombre d'une part, et puis qu'elles coûtent un peu moins cher. Donc on a fait ce choix, c'est la raison pour laquelle on a supprimé le Festival international du film écologique sous la forme qu'il avait pendant 9 ans, et qu'on a supprimé la Biennale d'art contemporain sur la forme que cette biennale avait depuis plusieurs années. À partir de là, vous savez, on est toujours confronté à la chose suivante. On nous dit toujours, et ça rejoint la question précédente, la ville est morte. Non, la ville n'est pas morte. D'abord, je ne peux pas être d'accord avec ça. Puis ensuite, elle serait vraiment morte si on n'avait plus de manifestations. Hein. Donc ça peut être un choix qu'on aurait pu faire politique. Ce n'est pas le choix que j'ai fait. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est d'autant plus vrai à l'heure actuelle, avec les soucis que les berruyers rencontrent, des soucis qui peuvent être personnels, des soucis liés au contexte économique, des pertes d'emploi, un chômage finalement qui a un taux relativement important, enfin pas plus élevé que celui de nos territoires français, il faut apporter aussi un moment de bonheur, un moment de convivialité, un moment de partage, et ces moments-là, ben, on les retrouve sur les manifestations. Alors à chaque fois, si vous voulez, c'est un équilibre, une vraie réflexion pardon, que nous avons avec les élus et avec les services, de savoir ce que l'on se conserve, ce qu'on ne conserve pas, ce que l'on crée, et surtout mesurer à chaque fois qu'est-ce que ça coûte et l'impact que ça peut avoir. Donc voilà, c'est vrai que la situation financière de la ville est compliquée, mais il y a des choix à faire, il y a des choix d'économie à faire que nous avons déjà engagés, que nous allons encore engager. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire, parce que pour le coup, la ville sera réellement morte. Une autre question qui n'a pu être posée lors du dernier chat, une question posée par Enora. Au dernier conseil municipal, vous avez dit avoir trouvé acheteur du terrain de la piscine Robinson. Je suis propriétaire d'un marais à côté, j'aimerais savoir pour quel type de projet. Alors, il faut, sur la piscine Robinson, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on a pris cette décision, enfin j'ai pris cette décision responsable, eu égard aux sommes qui devaient être engagées sur cette piscine Robinson pour la rendre conforme et assurer la sécurité et l'hygiène nécessaires. Les décisions d'économie que nous avons lancées, que nous allons encore poursuivre, pour celles qui sont encore à l'étude, ont un objectif très clair, c'est de mettre la ville dans une position telle de pouvoir se trouver en meilleure santé financière et avec comme objectif la fin de ce mandat-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je ne m'interdis pas de dire qu'un jour on pourra peut-être, je dis bien peut-être, rouvrir la piscine Robinson, parce qu'on aura peut-être la capacité financière de faire les travaux qui sont nécessaires, une fois encore, pour assurer la sécurité et l'hygiène sur ce site-là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on m'a proposé voilà, 1 euro symbolique ou 2 euros symboliques pour ce site, je ne suis pas du tout dans cette situation, dans cette position. Ce site va être fermé, va être au moins cet été, et je pense les étés suivants, mais je veux conserver ce site pour éventuellement pouvoir rouvrir à terme ce site une fois qu'on aura engagé les travaux nécessaires. Une question posée par Cathy qui n'avait pu être posée lors de la dernière session. Bonjour Monsieur le maire, pourquoi fermer la piscine Robinson? Et pour ceux qui vont au camping, où vont-ils aller se baigner? Il n'y aura donc que 2 piscines sur Bourges ouvertes cet été. Alors, bon, je crois avoir répondu plusieurs fois à cette question, mais voilà, je pense qu'il faut dire les choses et les répéter pour qu'elles soient bien comprises. Déjà, rappeler le contexte. La piscine Robinson, c'est une dépense annuelle de 250 000 euros. C'est 50 000 euros, pour faire simple, de dépenses à la remise en eau. Hein, vous la connaissez bien a priori, donc elle se trouve dans une zone inondable, et comme toute zone inondable, l'été, l'eau vient envahir cette piscine, et pas forcément de la bonne eau, et puis vient me détériorer, ça peut être les joints, des carrelages, enfin un certain nombre de choses, ce qui fait que tous les ans, il faut qu'on mette 50 000 euros
pour la remise en eau. Donc c'est une somme qui n'est pas négligeable. Et puis en plus de ça, c'est 200 000 euros de fonctionnement pendant la période d'ouverture. C'est-à-dire notamment, c'est remplir la piscine, c'est assurer la surveillance de baignade, enfin tout ce qui doit être fait dans une piscine. Donc si vous faites le total, vous voyez, c'est 250 000 euros tous les ans, mais pour une période de 3 mois. Deuxièmement, pour les questions d'hygiène et sécurité et d'accessibilité aussi que j'évoquais tout à l'heure, la piscine n'est pas conforme. Nous avons des préconisations de l'Agence régionale de santé qui depuis des années nous sollicite pour engager des travaux sur ces sujets. C'est à peu près, on va estimer, entre 3 et 4 millions d'euros à mettre en place. Pourquoi? Pour que les bassins soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Vous voyez bien la configuration. Aujourd'hui, ça n'est pas possible tel que les bassins sont faits. C'est aussi de la mise en place d'assainissement. En plus, dans une zone inondable, c'est très compliqué. Je rappelle une chose que j'ai déjà dit, mais enfin je veux insister. Quand vous prenez une douche à la sortie du bain à Robinson, les eaux usées vont directement dans le pédiluve, donc directement dans la piscine. Ça veut dire qu'en fait, on a un risque de problèmes d'hygiène et de sécurité sanitaire sur ce site. Alors on me dit, oui, ça fait des années que c'est comme ça. Oui, ça fait des années que c'est comme ça. Puis ça fait des années que mes prédécesseurs ont pris ce risque-là. Mais là, ça les regarde, c'était leur choix. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas prendre ce risque-là. Donc, en conséquence de quoi, j'ai pris cette décision, n'étant pas en capacité financière d'engager autant d'argent sur ce site, de le fermer. Alors, vous me posez la question maintenant des campeurs. Nous avons regardé statistiquement depuis des années, c'est entre 3 et 5% des campeurs qui utilisent la piscine Robinson. Ça veut dire qu'en fait c'est quasiment une minorité. Donc il faut en conclure une chose, c'est que les campeurs ne viennent pas au camping de Bourges parce qu'il y a une piscine, ils viennent parce que il se trouve sans doute un lieu qui correspond à ce qu'ils recherchent pour implanter leur tente ou leur caravane, un lieu qui est géographiquement très bien placé puisqu'il est à côté du centre-ville, mais ils ne viennent pas parce qu'il y a une piscine à côté. Donc voilà, c'est complètement accessoire. Et puis si, tant bien même qu'il y ait des campeurs qui viennent cet été et les étés suivants, je le souhaite, au camping Robinson, et on leur offrira la possibilité, dans les mêmes conditions de gratuité qu'ils avaient sur la piscine Robinson, de pouvoir accéder au centre nautique Raymond Boisdet par exemple. Une question posée par Bruno. Savez-vous quand est-ce que les travaux des terrasses de Saint-Germain vont débuter et quel type d'enseignes peuvent postuler? Alors je ne le sais pas très précisément aujourd'hui. Là j'étais en audioconférence hier matin sur le sujet parce que tout est lié en fait sur ce sujet-là, parce que vous savez que vous avez la problématique, alors pour faire simple, d'un Intermarché qui doit s'implanter sur les terrasses de Saint-Germain, pour lequel le projet n'a pas l'air d'être complètement avancé, avec une problématique qui touche aussi Saint-Germain-du-Puy, d'un carrefour de proximité qui se trouvait dans le bourg, que Carrefour a décidé de fermer. Et le maire de Saint-Germain souhaite qu'il y ait une surface commerciale alimentaire sur ce site-là. Bien évidemment, Intermarché souhaiterait aussi s'implanter ici, notamment le gérant d'Intermarché qui se trouve sur Saint-Doulchat. Enfin, oui, c'est très compliqué. Carrefour serait prêt à laisser effectivement ce site qui leur appartient, à condition que l'Intermarché, les terrasses de l'Intermarché ne se fassent pas route de la Charité. Alors, vous voyez, c'est un sujet un peu complexe, et puis avec d'autres impacts sur l'Intermarché qui pourrait être implanté rue Louis-Mallet. Enfin, tout ça se mélange, et aussi le dernier sujet, la rénovation de Cap-Nord et l'implication de Carrefour sur Cap-Nord. Donc vous voyez, c'est un sujet qui est très complexe, tout vient se percuter. Moi, les informations que j'ai aujourd'hui, c'est que concernant les terrasses de Saint-Germain-du-Puy, c'est votre question, les choses sont possibles et pas complètement engagées, à mon sens, avec les informations que j'ai aujourd'hui, bien évidemment. Une question posée par Frédéric. Bonsoir monsieur. Pour faire face aux restrictions budgétaires dans leur ville, de nombreux maires mettent en place des actions mobilisatrices pour marquer les esprits, sensibiliser la population et faire entendre leur voix auprès du gouvernement et des médias. Vous n'agissez pas dans ce sens, pourquoi? Alors d'abord, moi si vous avez plein d'idées pour faire des économies et que les berruyers en soient tous d'accord, il n'y a aucun problème. Prenez rendez-vous auprès de mon cabinet, moi ma porte est ouverte et je suis prêt à vous écouter.
chose voilà, que je fais à tous ceux qui peuvent avoir des idées de sources d'économie potentielles. Bon, ça, si vous avez des idées, surtout, n'hésitez pas à le faire. Ou si vous avez des idées de recettes aussi, puis on peut faire des économies, puis on peut trouver d'autres recettes. Sur notre capacité à nous fédérer là, par rapport aux autres maires, alors je veux dire deux choses. La première, c'est que la ville de Bourges, comme bien d'autres villes, adhère à l'association des maires de France, hein, dont le président Barouin a rencontré récemment le Premier ministre, il y a une dizaine de jours, pour l'alerter sur la situation des difficultés économiques des collectivités, qui soient d'ailleurs des communautés de communes, des agglomérations ou des communes, et faire des propositions. Et parmi les propositions, entre autres, il était avancé au Premier ministre le fait de pouvoir étaler les diminutions des dotations de l'État un peu dans le temps, parce que je pense que tout le monde comprend que l'État doit faire des économies sur son territoire. Ça, là-dessus, moi, je défends en fait ce principe-là. Ce que je ne défends pas, si vous voulez, c'est l'injustice. C'est-à-dire que là où on doit économiser 50 milliards d'euros entre 2015 et 2017, on fait porter que 36% sur l'État, 22% sur les collectivités, et le reste sur la protection sociale et l'assurance maladie, c'est-à-dire plus de 40%, sans savoir exactement à quelle sauce vous comme moi allons être mangés. C'est là-dessus que je me bats. Alors, pour revenir à l'association des maires de France, ils ont délégation hein, par rapport aux adhérents que nous sommes pour discuter vis-à-vis de l'État, pour arriver à trouver des solutions. Il y a une autre action que j'ai menée depuis quelques temps, c'est de contacter, de rencontrer les maires des communes de la région centre, hein, donc, et même au-delà. Hein, puis j'ai contact, on va dire, privilégié aujourd'hui avec le maire de Saint-Amand, avec le maire de Châteauroux, avec le maire de Montluçon, vous le savez. Des contacts aussi avec le maire de Vierzon, j'ai rencontré le maire de Tours, j'ai rencontré le maire de Chartres, je devais rencontrer prochainement, la semaine dernière, je vais rencontrer le maire d'Orléans, mais pour des problèmes de santé qu'il a rencontrés, donc le rendez-vous a été reporté. Donc voilà, on est en train aussi de se fédérer ensemble pour effectivement mener des actions de combat et pour vraiment dénoncer cette politique désastreuse qu'a choisi le gouvernement vis-à-vis des collectivités. Alors n'imaginez pas qu'on ne fait rien, moi j'appelle hein, aussi à la population, j'ai appelé l'opposition au conseil municipal à me faire des propositions, hein, donc ma porte est ouverte, ils le savent. En force est de constater que depuis cet appel, j'ai vu venir personne. Donc il y a deux solutions où j'en conclus d'une part qu'ils n'ont pas trouvé d'idée en termes d'économie ou de recettes, ou alors finalement ils s'intéressent peut-être peu à la vie des verrouillés. Bon, chacun en tirera les conclusions qu'il souhaitera. Une question posée par Hubert. Quand est-ce que les travaux de la maison de la santé du Val-d'Oron vont débuter? J'ai entendu dire qu'il y avait un projet similaire à Saint-Doulchard. Pouvez-vous confirmer? Alors, ce projet donc n'est pas du tout de la responsabilité de la municipalité, ni même de l'agglomération. Hein, c'est une responsabilité du conseil, alors je vais dire le conseil général, puisque le projet a été initié avant les dernières élections et maintenant par le conseil départemental. Donc, ce que je sais, moi, c'est que le permis de construire a été instruit. J'avais apporté un certain nombre de modifications. Maintenant, voilà, pour savoir comment ça doit se passer, quand est-ce que ça avancera, eh ben, je dirais qu'il faut s'adresser à la collectivité compétente qui est le conseil départemental. Donc, je pense que, très sincèrement, c'est plutôt une bonne chose, cette maison médicale. D'ailleurs, je tiens à souligner que la ville de Bourges a vendu pour 1 euro symbolique le terrain pour que cette maison puisse avoir lieu. Donc j'imagine que le projet va aller jusqu'au bout, mais enfin une fois encore je ne décide pas à la place du président Autissier, parce que c'est un vrai manque dans le quartier et au sud de notre ville, et de voir arriver effectivement un cabinet médical, c'est plutôt une bonne chose. En veillant à une chose, c'est de ne pas reporter le problème sur un autre quartier. Alors concernant votre deuxième partie de question, qui est de Saint-Doulchard, il a été effectivement, le maire de Saint-Doulchard a proposé au bureau communautaire
cette possibilité d'avoir une maison médicale sur Saint-Loup-de-Char. Donc forcément en termes d'agglomération, nous y voyons forcément que des choses positives. Bon, maintenant, les choses ne sont pas aussi avancées que pour le quartier du Val-d'Oron. Une question posée par Clara Muret. Je trouve votre idée des ambassadeurs excellente. Y a-t-il un suivi des ambassadeurs, des réunions pour échanger, et pendant combien de temps va durer cette action? Alors bonjour Clara, nous sommes amis sur Facebook, hein, je crois que vous le savez. Oui, l'opération ambassadeur que nous avons lancée donc, la semaine dernière est une opération très importante à mon sens. D'ailleurs, bon, si je vois un peu les réactions autour de cette opération-là depuis la semaine dernière, elles sont plutôt positives. Alors, allez, il y a les grognons qui sont toujours grognons, de manière tout ce que vous allez faire en ville, ça n'ira jamais, donc ça, faut pas y passer trop de temps. Mais globalement, c'est une opération qui était bien comprise. Donc nous avons lancé l'opération, dire avec des ambassadeurs qu'on a jugé marquer notre territoire, hein, qu'ils soient des industriels, qu'ils soient des sportifs, qu'ils soient des hommes, qu'ils soient des femmes. Vous avez pu voir ces belles affiches et ces très belles photos qui arborent, on va dire, un peu notre ville, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis d'autres, des demandes spontanées qui ont été faites là, depuis la semaine dernière, de nombreuses demandes. Et donc là, nous allons gérer cette opération. Alors, il faut qu'on affine la manière, mais moi, ce que je souhaiterais véritablement, c'est que ce ne soit pas un coup d'éclat, que ce soit vraiment quelque chose qui perdure. Et d'abord sur peut-être régulièrement, d'une part, valider les ambassadeurs qui viennent spontanément, hein, puisqu'on ne va pas faire ça tous les jours au fur et à mesure que ça se passe, mais peut-être faire des campagnes, ce qui permet de bien réexpliquer à chaque fois ce qu'on attend d'un ambassadeur, de leur remettre la charte qui est visée, qu'on leur remette le kit qui est nécessaire, enfin qu'il y ait une bonne compréhension de ce qu'on va en faire. Et puis ça permet aussi, ce que l'on souhaite, c'est d'avoir un retour par rapport à ça. C'est-à-dire que les ambassadeurs qui vont porter l'image de la ville et de l'agglomération, hein, je crois qu'ils ont aussi cette mission en dehors de nos territoires, que ce soit le territoire français ou même étranger partout dans le monde, qui puissent nous apporter un retour de tout ce qu'ils ont pu amener comme atout de notre territoire à l'étranger, et puis peut-être avoir des retours de ce qu'attendent les étrangers vis-à-vis de Bourges, maintenant qu'ils la connaîtront un peu plus. Et puis, il faut aller aussi sur cette opération au-delà de l'aspect de communication, parce que c'est pas de la communication, c'est pas du tout ce qu'on a voulu faire. Hein. Je l'ai lu aussi parfois dans les commentaires, donc c'était une fois encore ceux que j'appelle les grognons, qui sont de toute manière jamais contents. Il faut bien voir dans cette opération-là, l'objectif c'est d'améliorer l'attractivité de notre ville et de notre agglomération. Alors pas pour dire, voilà, on connaît Bourges dans le monde, c'est pas ça. C'est simplement pour apporter une dynamique à notre territoire, une dynamique qui peut être, une dynamique touristique, hein, faire savoir que au cœur de la France, dans le Berry, il existe une très belle ville qui s'appelle Bourges, et on y trouve des choses remarquables, un patrimoine culturel, un patrimoine historique, et une belle ville finalement en quelque sorte. Et puis aussi expliquer aussi à l'étranger, et peut-être à des chefs d'entreprise, qu'il y a des grosses entreprises qui sont basées sur l'agglomération et qui fonctionnent très bien, et qui ont une renommée mondiale. Alors à chaque fois je cite toujours la référence des sirops Monin, mais je peux citer Dactyle Bureau, je peux parler de Signatech et Signature avec Philippe Sinaud. Donc des choses se font à Bourges et sur l'agglomération, et c'est ça qu'il faut qu'on mesure. Alors il va falloir un petit peu de temps, hein. Évidemment on ne va pas avoir les résultats dès demain matin, il va falloir un peu de temps, mais je crois vraiment à la création de cette synergie de tous les ambassadeurs sur l'ensemble du territoire et sur notre planète, pourquoi pas, faire que demain notre ville existe en tant que telle, notre territoire existe en tant que tel, et puis que Bourges devienne une ville qui est connue dans le monde entier, où on peut s'y promener, on peut y prendre du plaisir, où on y vit bien, et puis où on puisse aussi travailler et créer de l'activité économique. Une question posée par Pierre. Bonsoir. La circulation à l'angle de l'avenue de la Libération et de la rue Gustave Eiffel est difficile, voire accidentogène face à la poste lors du croisement de deux bus, à l'arrêt ou pas. Serait-il possible de regarder ce problème? La crainte de voir un accrochage est réelle. C'est dommage car l'endroit est très joli depuis les travaux. Merci. Alors c'était une opération, cette opération-là d'aménagement devant la place Cotenay, puisqu'on parle de ce secteur-là,
Donc c'est une opération qui a été, on va dire, étudiée et commencé à être réalisée sur le mandat précédent. Et avec mon prédécesseur, nous avons beaucoup travaillé sur cet aménagement-là, en prenant en compte deux choses essentielles. D'abord la sécurité en fait, de ce secteur-là, et notamment la sécurité passe souvent par les vitesses qui sont pratiquées et bien sûr par les vitesses qui sont trop élevées. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, devant donc, le centre commercial et donc devant la place Cotenay, réduire la largeur de la voirie. Mais on l'a réduit en veillant à une chose, c'est que deux bus puissent se croiser. On a vu de mauvaises expériences, souvenez-vous, au cours du mandat précédent, alors je pense la demi-lune du Lotier et puis même à proximité du Palais Jacques-Cœur sur le fait que les bus ne pouvaient pas se croiser, les poids lourds non plus. Donc là c'était un point d'attention et avant on va dire, de finaliser la position des bordures des trottoirs, on a simulé en vraie grandeur avec des bus en veillant à ce qu'ils se croisent. Alors évidemment ils ne se croisent pas avec 3 mètres entre chaque bus, mais ils se croisent sans difficulté et donc moi j'ai eu aucun retour depuis le début sur la difficulté des chauffeurs à pouvoir se croiser en sécurité, donc c'est plutôt une bonne chose. Après, on a ajouté aussi un point particulier qui était une demande de rajouter une matérialisation du passage piéton. Le choix de mon prédécesseur, c'était de ne pas mettre de marquage, hein, comme il est traditionnel de mettre des lignes blanches hein, pour marquer le passage piéton. Donc mon prédécesseur avait fait le choix de faire autrement, puisqu'on a fait un revêtement spécifique à cette intersection. Et force de constater avec le recul, hein, puis le retour d'expérience que mes adjoints ont pu avoir, et puis que j'ai eu personnellement, puisque je me rends assez régulièrement au marché de la chancellerie le mercredi, c'était un manque. Donc on a rajouté depuis quelques mois j'appelle des clous, hein, vous savez, qu'on trouvait, on ne trouve plus vraiment dans les villes aujourd'hui, mais qu'on trouvait à l'époque, hein, on appelait ça d'ailleurs les passages cloutés, je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc on a rajouté des clous justement pour matérialiser un peu plus ce marquage. Alors je ne sais pas si effectivement c'est de ça dont vous voulez parler. Bon, s'il y a des points d'amélioration encore à apporter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec le maire adjoint en charge des travaux de l'accessibilité, Philippe Mousty, et il sera, je pense, ravi de vous rencontrer, et sur place d'ailleurs, pour vous l'expliquer, faire des propositions d'amélioration sur ce site. Il est bien évident qu'il faut veiller à ce que la circulation se fasse en toute sécurité, pour les voitures, pour les vélos et pour les piétons. Une question posée par l'association Action Solidarité 18. Monsieur le maire, suite à nos différents entretiens, l'association Action Solidarité 18 attend de vos nouvelles pour voir si une mobilisation de sensibilisation de votre ville est possible pour venir en aide aux malades de maladies incurables et maladies orphelines. Nous donnerez-vous une réponse prochainement? Nous avons le soutien du président de la République. Écoutez, le soutien du président de la République, c'est très bien. J'en suis très fier. C'est bien la preuve que notre président fait des choses bien, contrairement à ce que certains peuvent penser. Écoutez, moi, il n'y a aucun souci pour vous recevoir. Hein, prenez rendez-vous avec mon cabinet, parce qu'on ne va pas traiter le sujet comme ça via le chat vidéo, c'est pas l'objet. Mais moi, je vous invite le plus rapidement possible à prendre rendez-vous auprès de mon cabinet. Ça sera vraiment avec plaisir que je vous recevrai pour qu'on puisse voir ensemble ce qu'on peut faire et pour vous aider, en tout cas dans la mesure de nos compétences, bien évidemment. Une question posée par Pierre A. Quelles animations culturelles dans la ville cet été? Plein d'animations culturelles dans la ville cet été. Il y a eu... alors, où est-ce que s'arrête la culture, hein, ça peut être la première question, mais si on prend les animations depuis début juin, on a eu récemment, enfin le week-end dernier, là, le premier printemps d'écologie, plus exactement, qui a réuni énormément de berriers et de visiteurs sur le site de Bourges. Nous allons avoir prochainement, bien sûr, la fête de la musique, hein, qui va démarrer, donc qui aura lieu plutôt le 21 juin, qui sera le coup d'envoi d'un État Bourges, hein, un État Bourges qui va se poursuivre jusqu'à fin septembre. Donc ça, c'est vraiment de la culture, hein, puisqu'on est vraiment sur les aspects on va dire musicaux ou représentations. Et puis, voilà, c'est quand même quelque chose qui va remplir correctement cet été. Et puis, bon, j'ai pas tout en tête, mais moi, ce que je vous engage, c'est lisez les nouvelles de Bourges que vous avez dû recevoir dans votre boîte aux lettres. Hein. Vous avez sur les dernières pages toutes les manifestations dans les mois qui viennent, avec toutes les organisations. Vous allez sur le site internet de la ville de Bourges, vous allez retrouver exactement la même chose,
Si vous avez l'occasion d'acheter le journal local, faites-le. Il le fait plutôt bien. Donc il y a des tas de choses qui vont avoir lieu. Bien sûr, j'allais oublier les musées qui sont ouverts bien sûr tout l'été, toujours gratuits. Vous avez des expositions qui ont lieu tout l'été dans différents sites, que ce soit au musée d'histoire naturelle et au château d'eau. Enfin voilà, donc il y a plein de choses à Bourges pour celui qui veut s'y intéresser et celui qui veut se renseigner et qui va chercher l'information là où on leur donne. Et je pense qu'aujourd'hui, en termes de communication, les choses sont plutôt bien faites. Elles sont perfectibles, bien évidemment. Elles sont plutôt bien faites. Donc, allez se consulter. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer tout l'été s'il faut rester à Bourges. Une question posée par Janine. Pour le premier été sans la piscine Robinson ouverte, prévoyez-vous certaines navettes gratuites pour les berruyers et les touristes du camping pour qu'ils s'y rendent au centre nautique sans frais supplémentaires? Merci. Alors, bon, vous êtes très attaché aux campeurs, c'est plutôt bien. Moi, j'ai pratiqué très longtemps le camping, mais une fois encore, ça reste une population qu'il faut considérer, bien évidemment. Enfin, une fois encore, c'est 3-5% des campeurs qui utilisent la piscine Robinson. Donc voilà, c'est quand même pas la majorité. Alors pour la suite, c'est en réflexion. Moi, j'ai demandé effectivement au service de voir, aux directions donc, de la ville de Bourges, quels services complémentaires on pourrait apporter aux berruyers qui utilisaient la piscine Robinson pour pouvoir, on va dire, compenser cette fermeture que vraiment, et j'insiste pour vous dire que j'avais vraiment pas envie de fermer cette piscine, mais voilà, la région l'a emporté. Alors voilà, c'est en cours d'études. L'idée de la navette, je l'ai eu il y a quelques jours, mais il faut chiffrer ça parce qu'effectivement, le service est une chose, mais si c'est pour apporter la gratuité n'existant pas par définition, hein, puisqu'il y a forcément quelqu'un qui paye quelque part, et si on fait la gratuité pour les usagers, ça sera les contribuables qui paieront inévitablement. Donc avant de s'engager sur ce type de décision, il faut mesurer l'impact et tous les impacts en fait. Et puis ce qu'on a fait aussi sur la piscine Raymond Boisdet, ce sont des aménagements complémentaires qui n'étaient pas prévus, hein, notamment en direction des jeunes et des plus jeunes, des aménagements en termes de jeux gonflables. Vous avez aussi le bonmisateur qui est présent, le tout petit bassin pour les petits, vous aurez la possibilité de pique-niquer dans l'environnement. Donc voilà, on a aussi fait en sorte que les choses soient plus agréables. Je comprends très bien que la piscine Raymond Boisdet ne va pas remplacer ce qu'on trouvait à la piscine Robinson, mais ça j'en suis convaincu et une fois encore meurtri de devoir prendre cette décision. Mais voilà, il faut faire avec les moyens qu'on a. On a 4 piscines sur l'agglomération, 2 sur Bourges. Je trouve que globalement nous sommes bien équipés. Et puis nous avons aussi cette chance d'avoir une ville qui est assez ramassée, qui ne s'étale pas trop. Donc les distances peuvent se faire à pied, peuvent se faire à vélo, en sécurité, puis peuvent aussi se faire avec les bus de ville de l'agglomération qui fonctionnent. Après la question de gratuité ou pas, voilà, nous sommes en train de le regarder. Une question posée par Steph. Bonsoir. Êtes-vous sûr que le développement économique de notre territoire doit se jouer à l'échelle de l'agglomération? Et quelle est justement la politique de l'agglomération pour le développement économique? Un des éléments pendant ma campagne qui m'a paru fondamental, c'était combattre le chômage. Le problème de l'emploi est un problème grave sur l'ensemble du territoire français et en particulier sur Bourges et l'agglomération de Bourges. C'est une des raisons pour laquelle j'ai été élu, je pense, en tout cas, et donc ça c'est un vrai combat que nous menons tous les jours. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement, qu'il soit de gauche, du centre ou de droite. Ça, je n'y ai jamais cru, je n'y croirai jamais. Je pense que chacun, à son niveau, doit apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, voilà, à notre niveau, alors est-il modeste ou pas, je ne sais pas, mais au niveau de la ville que je dirige et de l'agglomération, nous devons participer activement à ce combat qui nous touche tous, de près ou de loin. Chacun a dans sa famille ou dans ses amis ou dans ses proches, quelqu'un qui cherche un travail, qui a perdu un emploi. Voilà. Ça c'est clair. Pour y arriver, nous devons mener des actions au niveau de la ville de Bourges, des actions au niveau de l'agglomération, et puis aussi, il faut mener des actions en synergie. Et je pense en particulier au conseil départemental,
C'est un sujet que j'ai évoqué notamment avec le président Autissier il y a quelques semaines. Et puis, il faut aussi mener des synergies avec notre région Centre-Val de Loire. D'autant plus que on va dire, le développement économique des territoires repose essentiellement sur les agglomérations et communautés de communes et sur les régions. Alors, qu'est-ce que nous faisons à notre niveau? Des choses très diverses et variées. On va dire au niveau de la ville de Bourges, d'abord, j'ai créé une délégation liée à l'emploi. Ça, c'est nécessaire. Ça n'existait pas jusqu'à présent, hein, donc j'ai souhaité le faire parce que le problème était suffisamment grave pour déléguer un adjoint sur ce sujet-là. Après avoir fait le constat suivant, et ça depuis quelques années. Et ça a été confirmé ce matin, j'avais un petit déjeuner avec des chefs d'entreprise, ça a été conforté justement ce matin. Vous avez aujourd'hui sur notre territoire des personnes qui cherchent un emploi, et vous avez sur notre territoire des entreprises qui cherchent à embaucher. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est que tout ça, si je peux m'exprimer ainsi, ne couche pas ensemble. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une barrière et que les choses, la communication ne passe pas. Alors évidemment, il y a des organismes qui existent aujourd'hui qui s'occupent d'emploi, mais qui, je dirais, force est de constater, sont peut-être pas suffisamment efficaces par rapport aux attentes des uns des autres. Donc nous avons pris les choses différemment, et notamment nous mettons en contact direct les entreprises qui veulent embaucher, qui veulent embaucher et les demandeurs d'emploi. Je vais prendre cet exemple-là d'Avaricom. Avaricom, une très grande partie des embauches ont été faites grâce à la mairie, hein, puisque nous avons fait des job dating dans le l'exposition en collaboration avec 12 organismes, avec Pôle emploi, avec Char Emploi, avec la mission locale notamment, et bien sûr en accord avec les dirigeants des commerces qui s'y trouvaient. Et on a pu pourvoir la très grosse centaine d'emplois avec des verrouillés qui justement étaient à la recherche d'emploi et qui ont participé à ce job dating. Bon. Donc ça, c'est une action très concrète au niveau de l'emploi. Mais ça ne suffit pas, puisqu'il faut aller plus loin. Il faut, pour aussi créer de l'emploi, il faut aussi générer un développement économique. Alors on le fait comment? Par différentes mesures, donc j'en citais quelques-unes. La première, c'est de dire, faisons en sorte que nos entreprises puissent rester sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on pérennise nos entreprises, qu'ils soient d'ailleurs des entreprises, des artisans, des commerçants. Et ça, on le fait notamment en mettant une structure en place et puis en veillant aussi à ce qu'on considère les artisans, les entrepreneurs et les commerçants, en les considérant et en ne les mettant pas sous pression en permanence. Bon, chose qui est imposée parfois par l'État, mais chose que les collectivités peuvent amortir, si on peut dire. On facilite aussi le maintien d'entreprises sur le territoire. Comment? Je vais prendre l'exemple de l'entreprise Mona qui a souhaité quitter le site historique de la place des Marronniers et puis qui avait, quand j'ai rencontré Olivier Mona donc l'été dernier, qui dans un monde idéal devait partir d'ici, ça c'est clair, mais devait implanter une usine ailleurs et peut-être même en France. Bon, c'est un choix différent qu'il a fait pour une première raison, c'est que sentimentalement, il souhaitait rester sur Bourges, hein, puisqu'on est vraiment sur une entreprise familiale. Mais voilà, c'est un peu comme pour la piscine en boisson, il y a le sentiment, puis après, il y a un moment donné, il faut être très rationnel. Et la deuxième raison, c'est qu'on a su lui apporter une solution. Notamment une solution économique d'installation sur Bourges, enfin sur l'agglomération plus exactement, l'entreprise va s'implanter sur la zone de voie romaine, donc vers l'autoroute, dans des conditions économiques et un soutien, un accompagnement du transfert de son entreprise sur ce nouveau site. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis après, il y a des actions que nous menons aussi en termes d'aide, alors qui peuvent être des aides financières, en collaboration avec la région Centre-Val de Loire, qui sont souvent à l'adresse de l'innovation, de la recherche et développement, et puis pour les jeunes créateurs d'entreprises ou pour des chefs d'entreprise qui souhaitent reprendre des entreprises qui s'arrêtent. Donc ça, bon, sur des aides financières, et puis aussi des aides en termes de logistique. Je vais en prendre quelques-unes. Donc la mise en place depuis quelques années de la couveuse entreprise qui se trouve sur la technopole Laytol, qui permet, je dirais, à des jeunes qui veulent, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui veulent démarrer une activité mais qui sont vraiment au démarrage de leur projet, de les accompagner, de les conseiller.
de s'occuper de tout l'aspect administratif des choses, parce que quelqu'un qui démarre une nouvelle activité, ne sait pas forcément comment s'y prendre. Puis après, il y a le stade suivant, c'est la pépinière d'entreprise. Hein. On a la même chose portée par le conseil départemental aujourd'hui, qui est le carré des entreprises, qui est l'étape au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on donne la possibilité aux entreprises, à celui qui veut créer, qui veut redémarrer, qui veut démarrer, qui a avancé un peu plus dans son projet, de vraiment démarrer son activité professionnelle en offrant, je dirais, des services partagés. Et puis, on va dire, la dernière étape en termes de logistique, c'est l'hôtel d'entreprise, hein, qui est en cours de construction, qui devrait se terminer dans quelques jours. Et nous allons l'ouvrir au mois de septembre, probablement fin septembre, début octobre. Et là, c'est l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'il s'agit d'offrir à ces entreprises des bureaux, des ateliers d'ailleurs, hein, qui peuvent être des salles blanches d'ailleurs, de relativement petite dimension, pour démarrer des productions, la chose qu'on n'a pas jusqu'à présent. Et puis pendant 3 ans, l'entreprise peut rester 3 ans, et si elle se démontre qu'elle a la capacité à aller plus loin, et là donc on l'accompagnera pour trouver des locaux, pour lui trouver des terrains pour construire son entreprise s'il le faut, et rentrer dans le système, on va dire, un peu plus conventionnel. Donc on fait des tas de choses, et puis il faut travailler aussi sur l'attractivité de notre territoire. C'est ce que je disais tout à l'heure avec nos opérations ambassadeurs. C'est ce qu'on fait avec notre réseau de villes qu'on a monté avec les villes de Montluçon, Saint-Amand et Châteauroux. Donc ce sont des actions multiples. Et puis ce sont des actions comme on l'a fait ce matin avec beaucoup de chefs d'entreprise, puisque nous avons fait un petit déjeuner avec quasiment 150 chefs d'entreprise qui étaient présents, des représentants d'enseignement supérieur aussi, qui a permis effectivement d'expliquer ce qu'on peut offrir aux entreprises, que l'agglomération peut offrir à l'entreprise. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des découvertes à chaque fois. Et puis, ça a aussi un autre sens, c'est de créer un réseau. Hein, puisqu'on s'aperçoit très bien qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises sur le territoire, mais que les gens ne se connaissent pas forcément. Et ça, c'est important qu'elles le fassent, parce que ça peut permettre de se donner des tuyaux, ça peut leur permettre de leur donner du travail, ça peut permettre de mutualiser un certain nombre de choses s'ils sont sur les mêmes zones d'activité. Et puis ce réseau aussi, vous voyez, je prends un exemple. Il y avait un chef d'entreprise qui intervenait, une entreprise de mécanique qui se trouve du côté de Plainpied, et qui disait, voilà, moi j'ai une difficulté, c'est que je cherche dans l'entreprise, je cherche des apprentis, je cherche des stagiaires, mais je n'arrive pas à en trouver. Et à côté de ça, il y avait le directeur de l'UT qui disait, mais attendez, je ne comprends pas, parce que nous on a des étudiants en spécialité mécanique qu'on n'arrive pas à caser sur Bourges. Vous voyez bien que là il y a un vrai problème. Et ce problème, il faut le prendre à bras le corps. Et ce n'est pas des choses très compliquées à résoudre. Il suffit de faire rencontrer ceux qui cherchent des stages et ceux qui en proposent. Voilà, c'est simple, encore faut-il le faire. Voilà, donc on a une vraie action aussi de communication et de faire en sorte que les entreprises se connaissent et travaillent ensemble, parce que on est fort tout seul, mais on est encore plus fort quand on est plusieurs. Une question posée par Laurent L. Bonjour Monsieur le maire. Pourquoi la ville de Bourges est délaissée par les enveloppes parlementaires des sénateurs du Cher? Il faudrait leur demander, d'ailleurs. Ce serait une bonne question. Il faudrait leur demander. En tout cas, c'est eux qui décident, hein, quelque part. Non, tout simplement parce que moi, je suis de ceux, à tort ou à raison, qui considèrent que les aides, on va dire, par les enveloppes parlementaires, doivent être davantage destinées, on va dire, aux petites communes. Alors je mets tout ça entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif dans les propos, j'ai au contraire beaucoup de respect pour elles, mais les communes, on voit bien, ont beaucoup moins de moyens financiers que peuvent avoir des communes plus grandes. Alors ça ne veut pas dire que, dans mes propos, que je dis que la commune de Bourges est riche, loin de là. Mais voilà, on voit bien que l'apport financier a un plus gros impact sur les petites communes du département qu'on peut en avoir, nous, sur notre agglomération. Donc je trouve, c'est quelque chose qui ne me choque pas vraiment, hein, pour tout vous dire. Mais j'ai peut-être tort. En tout cas, c'est ma manière de voir les choses pour l'instant. Une question posée par Valérie. Monsieur le maire, où en êtes-vous de votre idée de créer une fête de la culture et un festival de la comédie et de l'humour? Alors, oui, on est toujours sur ce sujet-là qu'on avait évoqué pour la campagne électorale. Vous savez, il faut nous laisser un petit peu de temps. Ça fait tout juste un an, un peu plus d'1 an que nous sommes en poste, hein, et il a fallu qu'on gère des priorités de la première année. La priorité, c'est surtout faire en sorte de moins dépenser d'argent plutôt qu'en dépenser plus.
ou tout au moins essayer d'en dépenser, le dépenser mieux, voilà, plus exactement. Alors, le sujet est toujours d'actualité. Je vous dis clairement que ça ne fait pas partie des priorités du moment, mais en tout cas c'est toujours d'actualité. On m'a d'ailleurs proposé récemment, là je l'ai sur mon bureau juste ici, un dossier que Frédéric Charpa, admirateur en charge de la culture, m'a amené il y a 2-3 jours sur un essai que je voudrais faire, alors, parce que faut être sûr, avant de lancer des grandes opérations, il faut avoir des assurances que ça puisse marcher. Et en particulier, j'imagine qu'il pourrait être sympa, c'est de mettre, créer, enfin, ou faire venir du théâtre de boulevard dans notre ville. Voilà. Moi, je suis très, vous savez, c'est peut-être dû à mon âge, mais je suis très nostalgique des pièces de théâtre ce soir. Hein. Je ne sais pas si vous avez le même âge que moi ou si vous avez connu ça, mais c'était des bons moments, j'aimais bien ça. Et puis je pense que ça peut intéresser la population, mais j'en suis pas sûr. Alors, on va commencer, on va dire petit, on va faire cet essai, on va voir si ça fonctionne. Et puis si ça fonctionne, ben, ça signifie que les berruyers sont attirés par l'humour, hein, parce que c'est souvent ça qui est traité, qu'ils en ont besoin, ça je suis convaincu qu'ils en ont besoin, parce que les périodes sont difficiles, et puis ben après on montera peut-être en gamme, on montera peut-être en puissance sur un festival plus important, mais voilà, il nous faut du temps pour et bien mesurer comment le faire, ce que ça nous coûte et l'impact que ça peut avoir. Vous savez, on n'a pas le droit de se tromper, donc je préfère prendre le temps de la réflexion, un certain nombre d'assurances, plutôt qu'aller trop vite, partir tout azimut, et puis louper ce type d'opération. Il faut du temps et de la patience. Je sais que vous êtes impatients tous sur ce qu'on avait proposé, mais à chaque chose suffit sa peine, et puis il faut le temps pour mettre tout ça en place. Il faut de la réflexion et du temps, mais nous allons y arriver. Une question posée par Claude. Monsieur Guérino souhaite un retour devant les électeurs. Le souhaitez-vous? Monsieur Guérino souhaite le retour devant les électeurs, c'est son choix. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une décision qui m'appartient. Ça veut dire que je démissionne de mon poste de maire, et donc dans ce cas-là je resterai conseiller municipal et conseiller communautaire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Et pourquoi aujourd'hui je trahirais les berruyers? J'ai été élu d'une façon démocratique, les urnes ont parlé, plus de 53% de la population berruyère a voté pour la liste, et le conseil municipal m'a élu maire 15 jours après. Je ne vois pas pourquoi et pour quelle raison aujourd'hui, au bout d'un an, je démissionnerais, ça serait un manque de courage. On peut me reprocher des tas de choses, mais pas le manque de courage. Donc en tout cas, moi je me suis engagé sur ce mandat, pour la durée du mandat. Il faudra vraiment qu'il y ait un événement important pour que je n'aille pas au bout, et le seul événement important que je verrai, c'est la santé qui m'obligerait à démissionner. Alors, rassurez-vous, alors je ne sais pas si ça vous rassurer, je suis en bonne santé, tout va bien, donc pour l'instant, n'en déplaise à M. Guérino, je ne démissionnerai pas. Une question posée par Guillaume 78. Bonsoir. Par rapport aux deux ogres régionaux qui sont Orléans et Tours, comment pourriez-vous développer le pôle étudiant de Bourges qui reste très modeste, malgré les réussites que sont l'IUT et l'école d'ingénieurs, car l'offre d'études après le bac à Bourges est très limitée? Donc c'est pas l'école d'ingénieurs, c'est l'INSA. C'est pas un détail ce que je vous dis, l'INSA, puisqu'en fait le label obtenu par notre école d'ingénieurs change les choses. Ça va d'abord changer les choses sur le nombre d'étudiants qui viendront sur Bourges. Donc c'est plusieurs centaines d'étudiants qui vont rejoindre Bourges, donc on atteindra, on devrait même dépasser les 5000 étudiants sur Bourges. Je crois qu'il faut être réaliste. Nous ne serons pas ou jamais, alors on me dit qu'il ne faut jamais dire jamais, une grande ville universitaire, et je pense que ça serait complètement idiot qu'on le devienne. Pourquoi? Parce qu'il y a des villes qui sont plus grandes que les nôtres et qui sont à proximité de notre ville. Alors, vous avez parlé de Orléans, vous avez parlé de Tours, je peux rajouter aussi Clermont-Ferrand, et de rajouter, on va dire un peu pour se faire plaisir, des possibilités d'étudier sur Bourges d'une façon aussi importante que sur la grande ville, ça serait, excusez-moi l'expression, ce serait complètement idiot. Nous allons avoir bientôt 5000 étudiants, et je trouve que pour une agglomération de notre taille, c'est plutôt bien. Bon.
Il n'empêche que je pense qu'on peut poursuivre, pas forcément en nombre, mais en spécificité, en qualité. Il faut qu'on arrive à trouver des formations qui n'existent pas ailleurs, ce que j'appelle des niches de formation qui reprennent un peu les caractéristiques de notre territoire. Et vous savez qu'en termes de territoire, et notamment sur la technopole de la Little, nous avons deux spécialités, on va les appeler comme ça. D'une part, la partie sécurité, notamment sécurité informatique, mais sécurité financière, et puis, tout ce qui est lié à la sécurité, on va dire, et puis un deuxième volet qui concerne, on va dire, l'environnement, hein, l'habitat, l'environnement. Et donc, je pense qu'on doit, si on veut augmenter l'offre universitaire sur nos territoires, aller sur ces niches-là, des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. À quoi servirait d'avoir une fac de médecine à Bourges? À quoi servirait d'avoir une fac de pharmacie à Bourges? Ça servirait strictement à rien, puisque nous avons des facultés d'ailleurs qui existent, qui fonctionnent bien, puis en plus, c'est pas de notre responsabilité, donc les choses n'iront pas dans ce sens-là. Mais je crois qu'il faut vraiment arriver à trouver des formations spécifiques qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je pense notamment à la musique. Vous savez, on a une spécificité, enfin Bourges est connue essentiellement par son printemps de Bourges. Et je pense au fond de moi-même qu'on n'a jamais su profiter de ce label Printemps de Bourges pour développer d'autres activités, notamment en termes de formation, autour du Printemps de Bourges depuis sa création, depuis 1977. Ne faut-il pas créer, je sais pas, un conservatoire national des métiers d'art et du spectacle sur Bourges? Ça correspondrait, j'irais, à une spécificité qu'on ne retrouve pas ou peu ailleurs. Est-ce qu'il faut qu'on travaille sur les métiers de l'environnement? Ça, je pense qu'il faut y aller davantage. Est-ce qu'il faut... je prends un exemple qu'on m'a rapporté il n'y a pas très longtemps, des agents de la ville de Drancy, hein, donc en région parisienne, qui rencontraient les responsables de l'entreprise de la société Bolloré. Donc, vous savez, Bolloré, ce sont ceux qui se lancent sur la voiture électrique, enfin qui vont faire développer la voiture électrique. Et ces dirigeants disaient, on va avoir bientôt un vrai souci, c'est que si l'industrie et la commercialisation sur les voitures électriques se développent, on n'a qu'un problème, c'est qu'on n'a pas de formation d'électromécanicien pour les voitures électriques. Voilà, en termes d'environnement, voiture électrique donc, correspond bien à un des éléments qui doit participer à l'amélioration de notre environnement, mais encore faut-il pouvoir créer la formation qui va bien pour pouvoir maintenir ces moyens. Donc voilà, il faut qu'on réfléchisse une fois encore à des niches qu'on ne retrouve pas ailleurs. On n'aura pas 10 000 ou 100 000 étudiants à Bourges, je crois qu'il ne faut pas rêver, et puis ça ne servirait strictement à rien. Mais je pense qu'on peut développer spécifiquement des formations plus en adéquation avec notre spécialité, puis en adéquation avec les attentes en termes de formation des entreprises et des sociétés qui sont sur le territoire, et même en Europe ou même ailleurs. Une question posée par Jonas. Bonsoir monsieur. J'ai entendu récemment que le golf municipal allait être vendu à un privé. Est-ce vrai? Non, c'est faux. Une question posée par JM. Une dernière question. Que faites-vous pour la sécurité en ville à Bourges? Ne pensez-vous pas qu'il faut miser sur l'augmentation des effectifs de la police municipale notamment? Eh bien écoutez, si, puisque nous y travaillons. C'est un engagement de campagne d'ailleurs, hein, d'augmenter la plage horaire d'intervention de la police municipale, hein, qui, je rappelle, travaille donc de 9h à 21h, et donc là nous avons souhaité, et nous sommes en train de le faire, pour augmenter cette plage horaire de 9h à minuit, voire 1h du matin. Et pour ça, il faut augmenter les effectifs de la police municipale, l'augmenter de 10 agents, hein, passer de 25 à 35. Et donc nous y travaillons. Alors nous y travaillons pour essayer de trouver la solution en interne avec des agents municipaux qui souhaiteraient effectivement changer d'activité professionnelle. Donc ça passe par des entretiens, donc les démarches sont en cours, et puis ça peut passer aussi par des embauches si on n'arrive pas à solutionner ce problème, ces embauches en interne. Et puis ensuite il y aura la formation de ces agents, parce qu'effectivement c'est une formation très, très spécifique. Donc voilà, nous y travaillons, il va falloir aussi un petit peu de temps, je pense qu'à hauteur de 2016 ou début 2017, nous aurons solutionné ce problème. L'idée est, une fois encore, d'augmenter la plage horaire, et puis de quadriller l'ensemble des quartiers de la ville de Bourges, et pas simplement le centre-ville. Voilà, donc écoutez, je vous remercie encore pour toutes vos questions. J'étais vraiment très heureux, une fois encore, de cette séance de chat vidéo. J'ai
éprouve vraiment beaucoup de plaisir à vous répondre. J'espère que vous éprouvez autant de plaisir que moi. J'attends à chaque fois avec impatience ce rendez-vous. Voilà, nous allons malgré tout faire comme on dit de l'autre côté de la Manche, on va faire un break, hein, puisque nous allons aborder les périodes de vacances et de congés. Donc écoutez, moi ce que je vous souhaite c'est de bien vous reposer, profiter de cet été, faites le plein de bonheur. Moi je vous retrouve donc le mercredi 9 septembre à 19 heures, hein, vous verrez ça sur le site internet et sur Facebook. En attendant, donc, je vous souhaite une très très bonne soirée, un bon été et à très bientôt. Au revoir.